Merci, Monsieur le Président. Un grand merci à Jean-Noël Missa et à l'Académie de cette invitation et de cette occasion un peu intimidante, à vrai dire, de conclure un colloque qui a été très riche, très kaléidoscopique, si je puis dire, parce que nous avons bien vu à quel point derrière les étiquettes raison et émotion, il y a des marchandises extraordinairement diverses, pour ne pas dire paradoxales. Et pourtant, mon point de départ va peut-être vous paraître un peu simpliste, c'est que entre la raison et les émotions, il y a une sorte de balancier pluriséculaire et que, sous certains aspects, je dirais que le balancier est assez du côté des émotions aujourd'hui et que cela induit des effets sur l'air du temps, dirons-nous, qui sont en partie discutables et en particulier le phénomène que j'appelle, je m'expliquerai de ce terme, le dénisme anti-science, qui résulte en partie aussi d'une certaine antipathie pour la science aujourd'hui. Alors, antipathie qui a des origines parfois anciennes et qui se décline sous différentes versions. Je pense qu'il y a une forme d'anti-science romantique qui est ancien. J'ai dit ici, le point de vue scientifique n'est pas cool. C'est une sorte de révolte un peu esthétique contre l'objectivité scientifique. On trouve par exemple chez les romantiques, il s'agit ici du portrait de John Keats, un des plus grands poètes anglais du début du XIXe siècle, qui, dans un poème célèbre, parle du côté dissolvant de ce qu'il appelle la froide philosophie, qui est en réalité la froide philosophie naturelle, c'est-à-dire la froide science, c'est-à-dire en fait, dans son esprit, la physique newtonienne. Mais il y a aussi, bien sûr, un thème alors, qui est très présent dans l'espace public, c'est que la science est dangereuse. Vous voyez ici un flyer de propagande anti-OGM qui est très astucieux. Les OGM, c'est sans danger, nous disent Monsanto et tous les grands méchants, mais en fait, on voit bien la symbolique de la roulette russe. C'est l'idée que la technologie nous prend en otage et nous fait subir des risques inconsidérés. L'autre aspect, et là, c'est Laurence Perbal y a fait allusion, c'est l'idée que la science est immorale par le genre de vision du monde qu'elle promeut. Et il y a beaucoup alors de littérature semi-populaire créationniste qui joue sur cet aspect du jugement moral sur la science et en particulier la biologie évolutionniste. Vous voyez ici, sur cette couverture d'une brochure créationniste, la question « Does evolution lead to evil ?» Est-ce que l'évolution mène au mal? Il y a le portrait de Darwin et derrière, vous avez des termes comme le mal, le racisme, le désordre, l'avortement, les drogues, bref, tous les mots qui inquiètent une partie de l'opinion publique sont rattachés à cette espèce de figure de l'antéchrist qui est devenue Darwin dans l'imaginaire créationniste. Et puis finalement une autre version peut-être un peu plus savante de l'antipathie, une certaine antipathie pour la science, c'est l'idée que la science est arrogante dans sa prétention à la vérité. Ici, il s'agit d'un portrait de Feyerabend. L'idée qu'au fond, la science n'est jamais qu'une espèce de croyance religieuse comme une autre et que nos systèmes scolaires sont dogmatiques en l'infligeant, y compris à des, entre guillemets, non-croyants. Alors, dénisme, c'est un néologisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, même s'il est peu répandu dans la langue française, c'est la transposition du mot anglais denialism, qui dérive lui-même du mot denial,
qui veut dire déni, d'où, logiquement, me semble-t-il, de denialisme, on passe à dénisme en français. Dans la littérature scientifique, le mot denialisme en anglais est désormais assez courant. Je vous montre cet exemple d'un article d'un spécialiste de santé publique et d'un militant au fond de la cause anti-tabac, en fait, qui intitulé How the Growth of Denialism Undermines Public Health. Et en ce sens, ce dénisme est à la fois un phénomène, je dirais, qui est assez présent à différentes époques, bien sûr. Il est ancien, mais il est aussi postmoderne. Et mon hypothèse, c'est qu'à la base de ce dénisme, il y a deux composantes. Il y a d'abord une forme assez particulière et spécifique d'irrationalité que j'appelle le scepticisme nihiliste et que j'oppose au scepticisme scientifique. Et puis une émotion spécifique qui est le désir de croire au sens de l'expression anglaise « wishful thinking ». Étant entendu que croire, c'est ici des croyances propositionnelles qu'il s'agit, comme Paul Clavier vient de le définir tout à l'heure. Et alors les thématiques dénistes qui sont très présentes dans l'espace public aujourd'hui, j'en vous donne une liste ici non exhaustive. Il s'agit bien entendu du créationnisme sous ses différentes variantes, le déni du réchauffement climatique, les croyances anti-vaccins, les théories non virales du sida, l'idée que le HIV est une invention, la relativisation des effets nocifs de la fumée du tabac, les croyances sur les dangers des OGM qui sont plutôt celles des croyances sur les dangers des OGM qui sont liées à la santé humaine et qui n'ont pas de fondement scientifique. Certains des conflits autour des cellules souches embryonnaires et de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, je dis bien certains et non tous, parce que lorsque des personnes, au nom d'une certaine idée du statut de l'embryon, pensent qu'il est immoral de faire de l'expérimentation sur l'embryon humain, ça c'est une position éthique au sens strict, mais lorsqu'ils ajoutent, comme le font certains d'entre eux, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire de la recherche sur l'embryon humain parce que les cellules adultes, ça marche tout aussi bien, ce genre de choses. Là, on entre dans le registre du dénisme. Alors, les motivations du dénisme, ça serait une erreur de croire que les motivations du dénisme sont nécessairement émotionnelles. Il y a des cas de dénisme dans le paysage des controverses actuelles où, au fond, c'est le choc entre deux rationalités. La rationalité scientifique et les modes de communication de ce que la communauté scientifique estime être la vérité provisoire, et puis la rationalité économique, c'est-à-dire l'intérêt. Comme le disait Upton Sinclair, il est difficile pour un homme de comprendre quelque chose quand son salaire dépend du fait de ne pas le comprendre. Et il y a clairement des dénis de science qui relèvent de conflits d'intérêts matériels, commerciaux. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous raconter une histoire qui relève de cette logique-là, parce que le hasard des circonstances m'a mis en contact avec une histoire de ce type et que ça a été l'origine de mon intérêt pour ces problèmes. Il s'agit en fait de ce que j'appelle un dénisme machiavélique, c'est-à-dire un dénisme rationnel, un dénisme au nom d'une autre rationalité, en l'occurrence l'intérêt économique, qui s'oppose à la rationalité scientifique, à savoir la corruption des scientifiques par l'industrie du tabac. En 2003, donc je suis professeur de bioéthique, mais dans une faculté de médecine, et il y a eu un énorme scandale à Genève, c'est qu'un professeur qui était à la fois nommé en Suède et à Genève, et qui enseignait, entre autres choses, l'épidémiologie, a été accusé d'être en fait à la solde
solde de l'industrie du tabac, ce qui pour un professeur d'épidémiologie est un peu gênant. Et à ce moment-là, le doyen de notre faculté s'est tout à coup rappelé qu'il avait un professeur d'éthique, et dans son idée, un professeur d'éthique, c'est une espèce de curé moléculaire qui va... et on va lui fourguer ce problème, et donc on m'a nommé à la tête d'une commission d'enquête qui a travaillé pendant plus d'une année et dont la conclusion était que ces accusations étaient en réalité tout à fait fondées. La réalité était même pire. Ceci donc a débouché sur, à la fois sur une procédure judiciaire qui a été jusqu'au tribunal fédéral, donc l'instance judiciaire suprême en Suisse, et puis une controverse académique extrêmement virulente. Je vous montre ici la page de titre d'un livre écrit par des journalistes genevois à l'époque, Infiltration, une taupe à la solde de Philip Morris, et une citation du rapport d'enquête que nous avons rédigé, où nous affirmons en particulier que l'immense documentation issue de l'industrie du tabac est rendue publique du fait des jugements prononcés contre cette industrie par les tribunaux américains. C'est ça qui a, au fond, permis de révéler l'étendue de cette opération de corruption, montre que ces sociétés ont tenté de manipuler l'opinion pendant des décennies et que l'engagement ciblé de nombreux scientifiques a été un instrument privilégié de cette entreprise de désinformation. Et en effet, à partir de la fin des années 70, la question de la fumée passive, c'est-à-dire que la cigarette n'est pas seulement nocive pour le fumeur, ce qui commençait à devenir difficile à nier à cette époque-là, mais qu'elle est également nocive pour son environnement, commençaient à émerger. Les premières grandes études qui tendaient à montrer ce fait étaient publiées. Et alors, l'industrie du tabac a recruté toutes sortes de scientifiques pour affirmer le contraire, pour dire que ce risque est fictif. Là où l'aspect, je trouve, intéressant de conflit entre des rationalités émerge, c'est ce que nous avons découvert au sujet du mode opératoire de cet ex-collègue, qui était en fait d'être un agent d'influence discret. À un moment donné, et d'ailleurs au procès, ça a été une des pièces les plus importantes, ce personnage écrit à son correspondant dans la société Philip Morris qu'il se plaint d'une bévue qui a fait qu'il a été vu en public avec les dirigeants de la filiale suisse de Philip Morris. Et il dit « Je ne veux pas que ça se répète, je ne veux pas être vu avec des gens de l'industrie du tabac, et je cite, « to retain as far as possible the image as an independent scientist », pour conserver mon image de scientifique indépendant. En fait, il se trouve que ce personnage, et c'est là qu'il y a, je trouve, l'aspect presque astucieux et intéressant de cette histoire, c'est que en même temps que l'industrie du tabac cherchait à semer le doute sur l'effet de la fumée passive, il souhaitait en fait connaître la vérité. Et le rôle de ce personnage dans toute cette histoire, c'était en fait de gérer de manière discrète un laboratoire de recherche sur contrat, comme il en existe pour toutes sortes d'excellentes raisons, et où on faisait de l'expérimentation animale sur la fumée passive. Mais les résultats n'étaient jamais publiés, et en fait, ces résultats étaient communiqués très discrètement, directement à la direction de Philip Morris aux États-Unis par mon ex-collègue. Et on voit d'ailleurs des rapports assez alarmants où il dit « mais en fait, la fumée passive, à certains égards, elle est plus toxique que la fumée directe sous l'angle de certains effets histologiques observés sur ces animaux d'expérience ». Et donc là, on a, je dirais, la preuve qu'il s'agit d'un dénisme que j'appelle machiavélique, c'est que c'est le désir de savoir la vérité. En même temps, on prêche le faux, mais on a envie de savoir le vrai.
Et en même temps, en réfléchissant sur cette histoire, je me suis demandé si cette affaire est réellement typique. Si cette démarche machiavélique, une rationalité contre une autre, est réellement typique du dénisme anti-science contemporain. Et j'en suis venu à penser qu'en fait, peut-être pas. Et que le machiavélisme n'explique pas tout, qu'il y a des passions idéologiques qui jouent un rôle important dans beaucoup d'histoires, même lorsque l'argent, les intérêts matériels jouent aussi un rôle. Et un exemple de déni de science qui est traversé à la fois par des intérêts matériels et ses passions idéologiques, c'est la question de la science climatique, le déni du réchauffement climatique. En effet, c'est peut-être une des controverses, une des discussions publiques les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel un certain nombre d'acteurs économiques, mais aussi politiques, et peut-être même plus politiques, ont intérêt à remettre en doute le fait du réchauffement climatique d'origine humaine. Dans ce livre qui est paru il y a 4 ou 5 ans, 2 historiens américains ont fait une historiographie de ce qu'ils appellent les marchands de doute, c'est-à-dire des scientifiques qui étaient plus ou moins stipendiés pour semer le doute, alors sur toutes sortes de sujets, y compris la question du tabac d'ailleurs, qui fait partie de leur investigation, mais aussi le réchauffement climatique et d'autres enjeux écologiques. Et un aspect de cette historiographie qui m'a fasciné, qui n'a pas beaucoup été relevé, c'est la passion idéologique de certains de ces scientifiques qui sont souvent désignés comme des mercenaires de certaines industries. Et en particulier, on nous raconte l'histoire de quelques physiciens, dont 2 physiciens célèbres qui avaient participé au programme Manhattan de mise au point de l'arme nucléaire, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'étaient fâchés avec leurs collègues qui étaient devenus pacifistes, en particulier Oppenheimer, alors qu'eux étaient restés des militaristes prônant le développement à outrance de l'arme nucléaire, prônant le first strike contre l'Union soviétique, et qui, de proche en proche, sont devenus un peu paranoïaques en disant, voilà, ces pacifistes libéraux au sens américain qui désormais ont le haut du pavé, c'est cette gauche intellectuelle qui domine dans nos universités, c'est affreux. Et du coup, ils se sont mis à collaborer à toutes sortes d'entreprises de désinformation scientifique, où l'idée qu'il s'agissait de défendre la libre entreprise, le marché libre, etc., contre ces affreux intellectuels bien pensants de gauche, était l'énergie motrice, finalement, beaucoup plus que l'intérêt purement matériel qu'ils pouvaient avoir dans cette opération. Et alors ceci a des relais politiques. La présidence de George W. Bush a été, à vrai dire, une époque de relais politique de l'anti-science extrêmement important. À toutes sortes de points de vue, où finalement, y compris lorsqu'il s'agissait de demander leur avis à des scientifiques sur toutes sortes de sujets, finalement c'était l'idéologie qui prédominait. Et il y a encore certains aspects de ceci dans la vie politique américaine. Il y a quelques semaines, en fait, le gouverneur de Floride, qui est un républicain pur sucre, qui est aussi un déniste du réchauffement climatique, a officiellement interdit à tous les fonctionnaires de l'État de Floride non seulement de défendre la théorie selon laquelle il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, mais leur interdit d'utiliser le mot réchauffement climatique. Et j'ai vu tout récemment qu'un fonctionnaire a été attrapé parce qu'il a utilisé ce terme dans une réunion informelle, et du coup il a été mis à pied, et l'administration lui a précisé qu'il ne pouvait revenir à son travail que muni d'un certificat signé d'un psychiatre
certificat de santé mentale. Donc là, on est dans le grand guignol, hein, c'est clair. Mais tout ça pour vous dire qu'au fond, l'argent n'explique pas tout. Il y a de la passion idéologique dans le déni de science. Et pour terminer, je vous montrerai un troisième exemple où, au fond, l'émotion est véritablement dominatrice dans l'explication du déni. C'est l'opposition au vaccin ROR et qui est véritablement un exemple de dénisme qui mobilise ce que j'appelle le populisme épistémique. Et pour expliquer ce que c'est, j'utilise une citation du grand romancier Isaac Asimov qui disait « L'anti-intellectualisme a été un fil rouge qui traverse toute notre vie politique et culturelle, donc la vie politique et culturelle américaine, alimentée par la fausse notion que la démocratie implique que, entre guillemets, mon ignorance est tout aussi bonne que votre savoir. » Et l'exemple, c'est là encore un exemple médical tout récent, c'est le retour de la rougeole à l'ouest des États-Unis au début de cette année. On a découvert, ça n'est pas exceptionnel, hein, ces foyers infectieux de rougeole réapparaissent régulièrement dans des parties du monde où la couverture vaccinale diminue et où donc le risque revient. En effet, à l'origine, il y a une controverse sur le vaccin contre la rougeole basée sur le lien supposé entre ce vaccin et l'autisme, basée sur une étude dont il a été démontré à d'innombrables reprises qu'elle est frauduleuse, mais qui a profondément marqué les esprits et qui continue d'influencer les attitudes vis-à-vis de ce vaccin. Et donc, le taux de vaccination a baissé de manière significative dans beaucoup de régions du monde, avec pour effet ces pointes, ces poussées épidémiques de rougeole auxquelles on assiste régulièrement. Ce phénomène a suscité la curiosité d'un certain nombre de spécialistes de sciences sociales. Et la sociologie du refus de la vaccination contre la rougeole, on s'aperçoit qu'elle a deux composantes. Il y a une composante qui implique surtout les classes moyennes et supérieures, où l'idée, c'est surtout que ce sont des personnes qui ont l'habitude d'avoir raison, y compris contre les soi-disant spécialistes, et qui ont souvent des croyances alternatives très fortes en matière de santé. Et puis, s'agissant des États-Unis, il y a un autre segment de la population où la couverture vaccinale diminue, c'est les classes défavorisées, où là, il ne s'agit pas d'idéologie, c'est simplement le mauvais accès à la médecine qui caractérise la condition des classes défavorisées aux États-Unis. Alors cette flambée épidémique, elle a été heureusement de courte durée, mais elle a démarré en fait à Disneyland en Californie et le Center for Disease Control américain a bien suivi, comme c'est sa tâche, le développement de cette épidémie. Alors, le mouvement anti-vaccin, il est vrai que c'est une très longue tradition. Hein. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, un théologien célèbre, fondateur de l'université de Yale, disait que la vaccination antivariolique était une offense à la souveraineté divine, puisque c'était une façon, puisque la punition des péchés, c'est la maladie, c'est une façon de tricher en quelque sorte avec la volonté divine. Mais enfin, l'atmosphère pro-science de la première moitié du XXe siècle a beaucoup fait s'estomper ce genre d'idées, mais à partir des années 80, il y a une recrudescence de cette opposition. Et les composantes, au fond, idéologiques qu'il y a là derrière, j'essaye, mais là, c'est vraiment très hypothétique de ma part, hein, c'est plutôt un work in progress. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a une forme de relativisme, en ce sens que le champ cognitif, pense-t-on, est peuplé d'opinions. Il n'y a au fond que des opinions, il n'y a pas vraiment des connaissances, et le statut d'expert professionnel ne suscite pas de révérence particulière.
Il y a bien sûr des idées conspirationnistes, hein, les coupables désignés, les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi et ça a été bien étudié dans ce mouvement anti-vaccin américain, la croyance qu'au fond, c'est les immigrés qui sont fautifs, parce que c'est les immigrés qui apportent toutes sortes de microbes exotiques d'ailleurs. Et puis le néolibéralisme, d'une manière assez inattendue pour moi, joue un rôle là-dedans, parce que la vaccination obligatoire, ça relève de l'autorité de l'État. Et l'État, dans cette idée-là, surtout dans sa version américaine, l'État, c'est le mal. L'État, c'est l'oppresseur par définition contre lequel il faut se révolter. Une spécialiste d'ailleurs d'études genre de l'université de Denver, au Colorado, a récemment publié une analyse qualitative très fine, je crois, des motivations des mères de classe sociale supérieure qui refusent de faire vacciner leur enfant. Et en fait, on voit qu'il y a à la fois une conception perfectionniste et individualiste de l'éducation. Hein. C'est une idéologie du maternage intensif, de « mommy knows best hein, », qui est très forte, surtout dans les classes de la société qui ont l'habitude du succès, qui ont l'habitude d'avoir raison. Cette conception aussi protectionniste, la contagion vient du dehors, des immigrés, des autres, de ce qu'on appelait autrefois les classes dangereuses. Et il y a donc cet individualisme aussi qui fait que tout discours sur l'aspect solidaire de la vaccination, hein, l'immunité du groupe est devenu un discours qui n'est même pas rejeté, c'est un discours qui est inaudible dans le contexte de cette vision très individualiste de la société. Et en même temps, on aperçoit ce paradoxe, c'est que cette idéologie néolibérale, elle devient socialement stratifiée. L'exemple donné par Jennifer Reich, c'est le Colorado, hein, où il y a d'un côté toutes sortes de moyens d'obtenir des exemptions pour motifs religieux, entre guillemets, des exemptions de la vaccination, mais en même temps, pour les femmes qui sont à l'aide sociale, là, si elles ne font pas vacciner leurs enfants, alors il y a des mesures sévères qui sont prises à leur encontre. Donc, il y a ce que j'appelle, d'une manière polémique, je l'assume, la montée de l'obscurantisme dans l'échelle sociale. Et ceci, à mon sens, est très subversif d'une certaine conception que nous avons, probablement la plupart d'entre nous, de ce que c'est que le progrès social qui va de pair, qui est censé aller de pair avec le progrès intellectuel du peuple. Hein. Tout ce récit populiste ou peut-être social-démocrate qu'on va libérer le peuple en lui apportant les lumières de la raison. Hein. Le problème, c'est que quand l'ascenseur social est en panne, sauf peut-être cet ascenseur de l'obscurantisme, eh bien, on voit des effets extrêmement paradoxaux, et d'autant plus qu'il y a ce dénisme anti-science est devenu vraiment écuménique, il concerne toutes les classes sociales et toutes les opinions politiques. Bien sûr, l'opposition aux OGM, tout au moins celle qui n'est pas fondée sur des arguments de type scientifique, on la rattache plutôt à la gauche du spectre politique. Jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé de la droite, mais en fait, tout ça est très écuménique, tout ça a désormais, s'est répandu en fait sur la totalité du spectre des opinions politiques, et cet élément écuménique commun, c'est ce que j'appelle le populisme épistémique. Et pour terminer, alors en quoi est-ce qu'il y a une différence entre cette attitude et l'attitude scientifique? C'est ce que j'appelle la différence entre le scepticisme nihilisme et ce que, après le sociologue de la science Robert Merton, j'appelle le scepticisme organisé. Le scepticisme nihiliste, c'est vraiment le scepticisme de la table rase. Tel élément de la science me déplaît, donc je ne vais simplement pas y croire.
Le scepticisme organisé, c'est le scepticisme qui est vécu au quotidien par les chercheurs, qui n'arrêtent pas, au fond, pour ceux d'entre nous qui ont vécu ce que c'est que la recherche expérimentale, nous passions nos journées à chercher des poux à nos collègues, et à leurs théories, à leurs arguments, à leurs expériences. Mais c'était organisé en vue d'une démarche qui vise quand même à découvrir la vérité. Le scepticisme nihiliste, c'est autre chose. J'ai trouvé un dessin d'humour qui, à mes yeux, résume bien en quoi ça consiste. Vous voyez ici un savant en blouse blanche, une pape, qui explique la science du changement climatique à un sceptique. Alors il dit le changement climatique, anthropogénique, c'est un fait prouvé maintenant. Et l'autre dit, moi je ne crois pas à vos faits. Mais les faits, c'est des faits, ce n'est pas des croyances. Ça, c'est votre avis. Mais ce n'est pas un avis, c'est un fait. De votre point de vue. Mais il n'y a pas de point de vue, il y a juste des faits. Mais je ne le pense pas. Mais simplement parce que vous ne le pensez pas, ça n'empêche pas que ce soit un fait. Oui, ben, j'ai mes soupçons. Et finalement, le savant dit « Ah, ça ne sert à rien de discuter avec vous. » Ah, ça, c'est un fait. Et au fond, je crois que le mécanisme qu'il y a là derrière, c'est ce que j'appelle le syllogisme déniste, c'est-à-dire que la science officielle affirme un certain ensemble de faits, d'explications, j'appellerai E, et puis si E est vrai, cela dérange mes convictions, peut-être mes intérêts, mes idées sur l'ordre naturel, tel que je le conçois, donc E est faux. Donc il y a une confusion vraiment très frontale entre le registre du descriptif et le registre de ce qui est préférable, le registre du normatif. Et au fond, il y a là une forme de moralisme qui est très envahissant, c'est-à-dire que mes jugements normatifs deviennent la raison prépondérante de mes raisons de croire des choses qui sont en fait des croyances propositionnelles. Et l'exemple classique, c'est le créationnisme. Et là, certains des textes que Laurence Perbal a montrés le montrent bien. Au fond, si vous analysez les croyances créationnistes, vous apercevez que la vérité factuelle, est-ce que c'est la création ou est-ce que c'est l'évolution, ça les intéresse assez modérément. Ce qui les intéresse, ce qui les fait marcher, c'est les conséquences morales qu'ils lisent dans le fait d'adopter un point de vue ou l'autre. Et ici, d'ailleurs, je terminerai avec un extrait de ce sermon d'un pasteur créationniste qui dit ceci: « La théorie évolutionnaire est à la base du relativisme moral et du rejet de la moralité traditionnelle. Si les êtres humains ne sont pas faits à l'image de Dieu, et si tout le cosmos n'est rien d'autre qu'un accident bizarre, et que les êtres humains, accidents cosmiques que nous sommes, sont libres de négocier un arrangement moral quelconque, celui qui nous arrange à un moment donné, alors l'être humain n'a pas de dignité inhérente, la moralité n'a pas de base objective, et nous sommes seuls dans l'univers pour manger, boire et faire la fête avant que nos os ne rejoignent les fossiles. Ça doit être un bon prédicateur, mais enfin, il n'a quand même pas raison. Donc, pour moi, il y a là un phénomène assez fascinant du fait religieux aujourd'hui, qui est ce mélange, au fond, de postmodernisme, on pourrait dire qu'il y a une devotio moderna postmoderniste, où je crois telle chose parce que ça me fait du bien, parce que ça m'arrange, mais en même temps, cette façon de raisonner est la plus forte chez les religieux les plus dogmatiques, ceux qui ont les dogmes les plus assurés. Et aussi que finalement, la question de qui est bon et qui est méchant se substitue à la question de qui a raison. Et ça, on le voit très bien. Un des grands malentendus que j'ai eu avec la presse, par exemple, à l'issue de cette histoire que je vous ai racontée, c'est que il ne suffisait pas de dire que le professeur X travaillait pour l'industrie du tabac, il fallait aussi montrer qu'il avait tort.
Et pour beaucoup, dans l'opinion publique, dès l'instant où on avait montré qu'il était aux ordres, c'était la fin de l'histoire. On avait montré qu'il était du côté des méchants, donc il avait forcément tort. Et je crois que là, il y a un malentendu qui est profond et qui se déploie de plus en plus dans beaucoup de controverses qui ont à voir avec la technique et la science. Je vous remercie.